Bonjour, cette vidéo est la seconde vidéo consacrée au lifting malaire. Pour votre bonne compréhension de cette vidéo, je vous engage, si vous n'avez pas fait, à regarder la première vidéo dont l'objectif était de répondre à la question « Le lifting malaire, c'est quoi ?» Dans cette première vidéo, je vous présente ce qu'est un lifting malaire et en quoi il diffère de l'autre lifting, le lifting cervico-facial. Dans cette seconde vidéo, donc, consacrée au lifting malaire, nous allons nous intéresser à son utilité et pour cela répondre à trois questions. À quoi sert-il? En quoi peut-il nous être utile? Et dans quelles circonstances il est indispensable et irremplaçable? Je me présente, je suis le Dr Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, spécialiste en esthétique. J'exerce également à l'hôpital Necker en chirurgie plastique pédiatrique. Depuis mon installation, en 1994, j'ai acquis une certaine expérience que je vais aujourd'hui partager avec vous afin de vous faire mieux comprendre pourquoi il est indispensable pour un chirurgien d'avoir le lifting malaire comme outil dans sa boîte à outils et dans quelles circonstances le lifting malaire est indispensable et ne peut être remplacé par aucun autre geste chirurgical. Comme dans toutes les vidéos, nous allons commencer par observer les faits que tous nous pouvons constater en position allongée. Comme nous l'avons vu, dans cette position, le visage est rajeuni simplement parce que la graisse et la peau sont remontées, sans aucun ajout de volume, sans aucune action sur les muscles, sans aucune action sur l'os, ni sur les ligaments. Si nous nous intéressons plus particulièrement à la région médiane, entre paupières inférieures et ovales, que constatons-nous? Les éléments qui vieillissent cette région et que l'on voit en position allongée, les poches ou pseudopoches, les cernes, l'affaissement de la pommette, l'apparition, la majoration du sillon nasogénien, l'abaissement du coin de la bouche, la formation ou la majoration du pli d'amertume et l'apparition et l'augmentation progressive de l'abat-joue, ces signes disparaissent complètement en position allongée. Une fois le rajeunissement de cette région obtenu, il ne reste en fait que la traduction de l'excès de peau à l'origine de la descente et des signes du vieillissement, à savoir l'apparition de plis qui n'existent pas en position assise, mais que l'on voit en position allongée, une fois la région rajeunie au niveau de la paupière inférieure. Ces signes sont également présents, comme vous le voyez, dans la région située devant et sous l'oreille, toujours dans cette position allongée. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo consacrée au lifting malaire, le rajeunissement de cette région ne peut être obtenu que grâce à un mouvement vertical en direction de l'œil dans sa partie externe, mouvement qui en chirurgie est reproduit par le lifting malaire. Lui seul est capable de rajeunir cette région parce que lui seul est capable de remonter la graisse et la peau qui sont descendues verticalement là où elles étaient par le passé avant de descendre dans les suites de la perte d'élasticité de la peau et de sa détente. Lui seul permet donc d'éliminer cette peau détendue qui a perdu son élasticité, peau en excès que la remontée des tissus en position allongée fait apparaître sous la forme de plis plus ou moins importants en fonction de la quantité de peau détendue en excès. Ce lifting est donc le seul dans cette région médiane à être actif sur la partie haute de cette région, c'est-à-dire les paupières inférieures et la pommette. Et comme vous le voyez, l'un et l'autre ne peuvent pas être rajeunis séparément l'un de l'autre. Ils participent chacun au vieillissement de l'autre. Nous savons maintenant que ce lifting malaire s'oppose au lifting cervico-facial. Le lifting cervico-facial est actif sur la région latérale du visage et le cou. Ce dernier reproduit en position allongée le mouvement de rajeunissement obtenu au niveau de la région latérale et du cou et qui est responsable des plis qui apparaissent en position allongée devant et sous l'oreille. Dans ce lifting cervico-facial, la remontée n'est donc plus verticale dans la région médiane, mais latérale oblique en direction de l'oreille dans la région latérale. Et la peau en excès, qui apparaît sous forme de plis, est ensuite retirée lors du lifting
comme vous le voyez sur cette photo. Ce dernier lifting est le seul à être capable d'agir sur le cou, tout comme le lifting malaire était le seul à pouvoir agir sur pommette, paupière inférieure. Ces deux liftings ont toutefois en commun d'agir tous les deux, plus ou moins selon le cas particulier de chacun, nous le verrons ultérieurement, dans la partie basse et antérieure du visage, c'est-à-dire la région proche de la bouche et l'ovale. C'est là leur zone d'action commune, parce que c'est là que converge le mouvement de descente qui vieillit la région médiane, descente de la peau et de la graisse, et le mouvement de descente latérale de peau et de graisse qui vieillit la région latérale et le cou. Cette zone est donc la zone de confluence, de vieillissement des régions médianes et latérales. Cette zone commune présente comme signe de vieillissement la partie basse du sillon nasogénien, l'abaissement du coin de la bouche, le pli d'amertume et l'abat-joue. Il en résulte que si votre demande porte sur cette région, eh bien le choix du lifting n'est pas aussi simple que si la demande porte sur le cou, puisque là la seule solution c'est le lifting cervico-facial, ou si la demande porte sur la partie haute de la région médiane, où la seule solution est le lifting malaire. Il en résulte que si votre demande porte sur cette région, alors nous avons le choix entre ces deux liftings. En effet, si votre demande porte sur le cou, alors le lifting à réaliser est le seul à être efficace sur le cou. C'est le lifting cervico-facial. De même, si votre demande porte sur la région paupière inférieure pommette, alors le seul et unique lifting qui soit efficace sur cette région et qu'il faut réaliser est le lifting malaire. Là aussi, pas de discussion, c'est simple. Mais si votre priorité porte sur les signes de la zone commune, le plus souvent pli d'amertume, bat-joue en fait, alors là, la discussion est ouverte, car il y a deux possibilités. En effet, puisque tous les deux agissent sur cette région, en l'améliorant, alors il nous faut choisir lequel des deux est le plus efficace dans votre cas. Alors, comment faire ce choix? Nous l'avons déjà abordé dans plusieurs vidéos, et en particulier dans la vidéo consacrée au traitement de la bat-joue. En fait, il y a, comme illustré ici, trois situations selon l'importance de l'origine de la peau et de la graisse qui constituent la bat-joue. Première situation, l'essentiel de la peau et de la graisse qui sont accumulés et à l'origine de la formation de la bat-joue provient de la région latérale. Alors, le geste le plus efficace devant le miroir pour améliorer cette bat-joue est celui qui va remonter la majorité de ce tissu là où il était, c'est-à-dire vers le haut et l'arrière en direction de l'oreille. Donc, le lifting le plus efficace dans cette situation pour améliorer la bat-joue est le lifting cervico-facial. Et c'est celui qu'il faudra réaliser en priorité, même s'il ne prend pas en charge la composante minoritaire de la bat-joue qui, elle, vient de la région médiane. Imaginons maintenant que l'essentiel de la peau et de la graisse qui constitue la bat-joue vient de la région médiane. Alors, dans ces conditions, devant le miroir, le geste le plus efficace pour améliorer et traiter cette bat-joue consiste à remonter la pommette. Et nous l'avons vu, le geste chirurgical qui correspond à ce mouvement est le lifting malaire. C'est donc dans cette configuration un lifting malaire qu'il faudra réaliser en priorité, même s'il ne prend pas en compte la part minoritaire de graisse et de peau qui vient de la région latérale. Maintenant, troisième et dernière solution, imaginons que 50% de la graisse et de la peau qui constitue la bat-joue vient de la région médiane et 50% vient de la région latérale. Alors, devant le miroir, si l'on fait ce geste-là qui mime le lifting malaire,
ou celui-là qui mime le lifting cervico-facial, nous aurons certes une amélioration, mais elle ne sera pas parfaite. En effet, chaque fois, le mouvement ne prendra en compte que 50% de la graisse et de la peau en excès et à l'origine de la formation de l'abat-joue. 50% ne seront pas pris en compte. Alors dans cette situation, nous avons donc deux options. Soit nous réalisons les deux gestes, les deux liftings en même temps. C'est long, les suites sont plus longues également, plus importantes, et cela est réalisé forcément sous anesthésie générale. Une autre solution consiste à choisir, en recherchant en complément de l'abat-joue, qui est la priorité numéro 1, quelle serait la priorité numéro 2, afin de réaliser le lifting qui permettra d'apporter une réponse à ces deux priorités, même si elle est partielle sur l'ovale. Pour cela, c'est très simple, il suffit que je vous interroge et que je vous demande quelle est votre seconde priorité après l'ovale. Si vous me dites que c'est le cou, alors nous ferons en priorité un lifting cervico-facial. Si vous me dites que c'est la région des paupières inférieures et des pommettes, alors nous ferons en priorité un lifting malaire. Et si dans un second temps, il apparaît que le traitement de l'abat-joue est véritablement insuffisant et que vous souhaiteriez voir compléter le traitement, à ce moment-là, et parce que ces deux gestes peuvent se faire sous anesthésie locale, eh bien nous ferons le geste qui correspond à la prise en charge, au traitement de la composante de l'abat-joue et qui n'a pas été traitée par le choix précédent. Fort de tout cela, il est maintenant facile de comprendre quelles sont les situations dans lesquelles le lifting malaire est un outil indispensable, incontournable, et dont on ne pourra pas se priver pour pouvoir obtenir un résultat satisfaisant. Alors, quelles sont ces situations? Elles sont simples et logiques et elles sont au nombre de 3. La première situation est quand la demande porte uniquement sur le rajeunissement de la partie haute de la région médiane, c'est-à-dire une demande de rajeunissement qui concerne pommettes, paupières inférieures. La seconde situation est celle dans laquelle l'essentiel de la composante de l'abat-joue est d'origine médiane et lorsque le geste qui mime le lifting malaire est réalisé, c'est celui-ci qui apporte une amélioration la plus importante à l'abat-joue. La troisième solution est la simple association des deux précédentes. Alors détaillons ces 3 situations. Dans le premier cas, la perte d'élasticité de la peau dans la partie haute de la région médiane entraîne une détente de la peau et une descente de la graisse de la pommette qui n'agit plus en soutien de la paupière inférieure. Il apparaît donc des pseudopoches, un creux de cerne et un affaissement de la pommette. Affaissement de la pommette qui entraîne, en venant buter contre les parties fixes de la lèvre supérieure, l'apparition ou la majoration du sillon nasogénien dans sa partie haute. Comme nous l'avons vu, seul le lifting malaire est actif sur cette région et peut rajeunir de manière concomitante paupières inférieures et pommettes, et de manière accessoire sillon nasogénien. Le lifting cervico-facial, lui, lorsqu'on mime son efficacité, on voit bien qu'il n'a aucune action dans cette région. Il en est éloigné et l'axe dans lequel il travaille ne peut en aucun cas agir dans cette région. Voyons maintenant le second cas, la seconde situation dans laquelle le lifting malaire est incontournable. Il s'agit de cas où la bajoue est essentiellement constituée de peau et de graisse qui viennent de la région médiane. Le reste, minoritaire, vient de la région latérale. Dans ces conditions, le geste qui reproduit l'action du lifting malaire est bien plus efficace sur la bajoue que celui qui reproduit l'action du lifting cervico-facial, puisque celui-ci n'agit que sur la composante minoritaire de l'abat-joue, alors que le lifting malaire agit sur la composante majoritaire de l'abat-joue. Dans ces conditions, le seul lifting qui peut agir sur cette composante majoritaire, c'est le lifting malaire. Un lifting cervico-facial réalisé dans cette situation entraînera un résultat qui laissera la patiente sur sa faim, parce qu'il ne traitera en fait que la composante minoritaire qui constitue l'abat-joue. C'est une des raisons pour lesquelles
il peut y avoir une satisfaction modérée dans les suites d'un lifting, parce qu'il s'avère que ce n'était pas le bon lifting à réaliser pour traiter cette bajoue-là en particulier. Troisième cas, troisième situation, c'est l'association d'une altération de la partie haute de la région médiane et d'une bajoue dont la composante majoritaire est d'origine médiane. C'est illustré ici sur le cas de cette patiente que j'avais opérée 13 ou 14 ans avant d'un lifting de l'ovale et du cou, qui vient me voir donc au terme de cette période en me disant « Eh bien, cher docteur, il faudrait recommencer ». En fait, non, parce que la composante ici a déjà été traitée, alors que pendant les 13-14 ans qui ont suivi le premier lifting, cette composante-là, qui elle n'a jamais été traitée, a augmenté. Et par conséquent, comme on le voit devant le miroir, le geste le plus efficace, c'est bien celui-ci et pas celui-là. Et comme vous le constatez également, non seulement cela améliore la bajoue, mais cela traite complètement le problème de la paupière et de la pommette. Donc, dans cette troisième et dernière situation, c'est encore une fois uniquement le lifting malaire qui peut apporter la solution adaptée au problème. Et il n'y en a pas d'autre. En résumé de cette seconde vidéo, qui se termine, nous savons maintenant quelles sont les trois situations précises dans lesquelles le lifting malaire est le lifting qu'il vous faut pour le problème qui est le vôtre. Dans la prochaine et dernière vidéo, consacrée au lifting malaire, nous nous intéresserons plus particulièrement aux variantes techniques à l'origine d'appellations différentes et donc d'une confusion importante. Nous nous intéresserons ensuite aux suites, œdème, ecchymose, éviction sociale, convalescence, puis nous verrons ensuite quelles cicatrices nous avons, pour quels résultats nous pouvons obtenir. Voilà. J'espère que vous avez beaucoup appris pendant cette nouvelle vidéo sur le lifting malaire. J'espère qu'elle vous sera utile, bénéfique dans la réalisation de vos projets. Vous pourrez trouver dans la description les liens qui vous permettront de retrouver l'intégralité du texte et des photos de cette vidéo, ainsi que d'autres sources d'informations utiles dans la bonne compréhension du lifting malaire et de sa place dans le rajeunissement du visage. Je vous remercie.